La salle à manger était imprégnée de l'odeur de dinde rôtie et de gâteaux d'anniversaire, mais la chaleur dans l'air était fausse, à peine dissimulée par-dessus la tension qui vibrait sous chaque sourire. La longue table en acajou était bondée, des oncles en costumes impeccables, des tantes parées de bijoux scintillants, des cousins et cousines se chuchotant à l'oreille. Mais tout leur rire cessèrent au moment où la canne de mon grand-père frappa le parquet. Sa voix trancha le silence comme une lame. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Le virement est-il passé? Exigea-t-il, ses yeux bleus perçants fixés directement sur moi. Je me figeai, le souffle coupé, une fourchette suspendue dans ma main. Quel virement? Demandai-je, ma voix tremblante mais assez claire pour être entendue à travers la pièce. L'atmosphère changea. Le verre de vin de ma mère glissa dans sa main. Mon père se racla la gorge et détourna le regard. Mon frère aîné, Daniel, se raidit comme un soldat au garde à vous. Mon cousin mâchait lentement, ses yeux balayant la pièce tel un spectateur attendant l'explosion. Le poing buriné de grand-père s'abattit sur la table, faisant trembler les assiettes. Ne joue pas à l'idiote avec moi, aboya-t-il, sa voix craquant de fureur. J'ai viré une grosse somme, assez pour couvrir ton avenir, pour m'assurer que tu sois en sécurité et que tu ne dépendes jamais de personne. Où est-elle? Qui l'a prise? Mon cœur martelait ma poitrine. Grand-père, Je ne sais pas de quoi vous parlez, balbutiai-je, mon visage s'empourprant d'humiliation. Je n'ai jamais rien reçu. Pendant une seconde, le silence engloutit la pièce. Puis vinrent les chuchotements. Elle ment, chuchota sèchement ma tante. Ou peut-être qu'elle l'a déjà dépensé, marmonna mon oncle, la lèvre retroussée. Daniel se pencha en arrière sur sa chaise, un sourire narquois se dessinant au coin de sa bouche. Je le regardai, cette expression suffisante et satisfaite traversant son visage. La prise de conscience me glaça, ma poitrine se serra sous l'effet de la trahison. Tu savais, sifflai-je à voix basse, capable à peine de contenir la tempête qui montait en moi. Grand-père le remarqua, son regard se posant sur Daniel comme un faucon sur sa proie. As-tu touché à ce compte? Exigea-t-il, sa voix tonitruante. Daniel eut un petit rire, feignant l'innocence. Pourquoi l'aurais-je fait? J'ai mes propres économies. Mais je remarquai la façon dont ses doigts tapotaient nerveusement sur la table, le léger tremblement de sa mâchoire. Je le jure, dis-je fermement, en me redressant, ma voix s'élevant au-dessus du brouhaha grandissant. Je n'ai jamais rien reçu. Si grand-père a envoyé de l'argent, quelqu'un d'autre l'a intercepté. Et je crois savoir qui. Toute la tablée explosa, accusation, défense, les voix s'élevant les unes au-dessus des autres comme des animaux sauvages luttant pour la domination. Grand-père se leva lentement, s'appuyant sur sa canne, sa voix plus froide que je ne l'avais jamais entendue. Alors demain matin, gronda-t-il, nous découvrirons exactement où cet argent est allé. Et que Dieu vienne en aide à celui qui a osé le prendre. Mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Demain serait la guerre, et cette fois, je n'y entrerai pas en silence. Le soleil du matin brûlait à travers les rideaux comme une lampe d'interrogatoire. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Des appels de ma mère, des textos de ma tante, même une série d'appels manqués de Daniel. Je les ignorais tous. Mon grand-père avait convoqué tout le monde à son domaine pour 9 heures précises. Et quand grand-père donnait un ordre, ce n'était pas une suggestion. J'arrivais en avance, les pneus de ma vieille Toyota crissant sur l'allée de gravier. Le manoir se dressait comme une forteresse, ses piliers blancs projetant de longues ombres. À travers les immenses fenêtres, je voyais déjà des silhouettes faire les 100 pas et se disputer. Ma poitrine se serra, mais je redressai les épaules. L'humiliation de la nuit dernière brûlait encore en moi comme un feu. Je ne les laisserai pas déformer la vérité. À l'intérieur, le salon avait été transformé en salle d'audience. Grand-père était assis au bout d'un long canapé en cuir, sa canne posée contre son genou, sa présence imposant une attention absolue. Son avocat, Monsieur Whitman, un homme sévère aux cheveux argentés et aux lunettes pointues, se tenait à proximité avec un épais dossier à la main. Mes parents remplissaient la pièce comme des spectateurs agités attendant un verdict. « Tu es en retard », lança ma mère en entrant, son ton dégoulinant de jugement. Je l'ignorais, relevant le menton.
Je suis pile à l'heure. Les yeux de grand-père se tournèrent vers moi. Un instant, son visage s'adoucit, mais il se durcit de nouveau en balayant du regard le reste de la famille. Monsieur Whitman, dit-il, la voix rauque. Montrez-leur. L'avocat se racla la gorge et sortit une pile de relevés bancaires imprimés. Le bruit du papier heurtant la table basse fut plus fort qu'un coup de feu dans cette pièce tendue. Le 12 mars, commença Whitman, en ajustant ses lunettes, Monsieur Hay a autorisé un virement de 250 000 $ sur un compte au nom de sa petite-fille, Emily. Des hoquets de surprise et des murmures parcoururent la pièce. Mes mains devinrent glacées. Mais, continua Whitman, son ton tranchant comme un scalpel, ce compte n'a pas été créé par Emily. Il a été ouvert frauduleusement. Les fonds ont été transférés sur un compte secondaire presque immédiatement. Ce compte secondaire appartient à... Il marqua une pause, ses yeux scrutant les visages. Daniel Hay. La pièce explosa. Quoi, criai-je, ma tête se tournant brusquement vers mon frère, mon cœur battant si violemment que je crus que j'allais m'effondrer. Daniel se leva d'un bond, le visage pâle, mais son arrogance intacte. C'est ridicule. Je ne sais pas quel genre de piège c'est, mais je n'ai rien volé. Whitman fit glisser un document sur la table. Votre signature, Monsieur Hay. Clair comme le jour. Nous avons retracé le compte. Il est à vous. La canne de grand-père s'abattit sur le sol, le son résonnant comme le tonnerre. Espèce de menteur et de voleur, rugit-il, sa voix faisant trembler les murs. Je vous ai tous confié l'honneur de la famille, et tu voles ta propre sœur. Le masque de Daniel se fissura, sa mâchoire se serra, ses yeux s'agitant comme ceux d'un animal acculé. Elle ne le mérite pas, cria-t-il, me pointant du doigt d'un geste tremblant. Tout va à elle. Tu l'as gâtée, grand-père. Et moi, alors? Je travaille tout aussi dur. Je suis tout aussi méritant. Mon estomac se noie, la rage m'envahissant. Tu as volé mon avenir, lançai-je sèchement, les larmes me piquant les yeux. Tu n'as pas seulement pris de l'argent. Tu as pris ma chance de respirer sans dette, d'avoir ma propre vie. Tu m'as trahi. Ma mère intervint, le visage rouge. Arrête. Daniel est ton frère, Emily. Tu ne peux pas déchirer cette famille pour quelques virements et des chiffres. Il était simplement désespéré. Je la coupais, ma voix tremblante mais vive. Il avait le choix. Et il a choisi de me poignarder dans le dos. Grand-père se leva lentement de sa chaise, s'appuyant lourdement sur sa canne, sa fureur contenue mais mortelle. Non, dit-il, sa voix glaciale. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était du vol, de la fraude, et je ne le couvrirai pas, il se tourna vers Whitman. Portez plainte. La pièce se figea. Ma mère haleta, agrippant ses perles. Daniel recula comme s'il avait été frappé. Vous m'enverriez en prison. Votre propre petit-fils? Les yeux de grand-père flamboyèrent. J'enverrai n'importe qui en prison qui ose trahir les liens du sang. Mon père prit enfin la parole, sa voix basse et tremblante. Papa, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Ça nous détruira. La main de grand-père trembla en serrant plus fort sa canne. Vous vous êtes détruit vous-même au moment où vous avez laissé la cupidité pourrir vos cœurs. Daniel se jeta en avant, sa voix brisée par le désespoir. Grand-père, s'il vous plaît. C'est juste que... Je pensais que je le méritais plus qu'elle. Elle est faible. Elle ne sait pas comment gérer l'argent. Ses yeux se posèrent sur moi, le venin brillant à nouveau. Elle l'aurait gaspillé. Les mots me blessèrent plus profondément que le vol. Ma gorge se serra, la fureur et la douleur bouillonnant ensemble. Tu n'as pas à décider de ce que je mérite, dis-je, ma voix maintenant stable, calme sous le tremblement. Tu as pris ce qui n'était pas à toi, Daniel. Et le pire, c'est que tu n'as pas seulement volé de l'argent. Tu m'as prouvé que la famille peut être ton couteau le plus aiguisé. Le silence engloutit la pièce. La poitrine de Daniel se soulevait et s'abaissait comme celle d'un homme qui se noie. Finalement, grand-père expira, sa fureur laissant place à quelque chose de plus lourd, la déception. Émilie, dit-il doucement, ses yeux se fixant sur les miens. À partir de ce moment, je veux que tu saches que tu es la seule personne de cette famille en qui j'ai encore confiance. La pièce éclata de nouveau, les parents protestant, criant, mais ces mots tombèrent comme un coup de marteau de juge.
Mes mains tremblaient, ma respiration était irrégulière. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentis vu. La guerre ne faisait que commencer, mais pour cette manche, je n'étais pas la victime. Le visage de Daniel devint cendré. Il recula contre le manteau de la cheminée, sa respiration saccadée comme si les murs s'effondraient sur lui. Ma mère se précipita à ses côtés, lui agrippant le bras comme si elle pouvait le protéger de la réalité. « Ce n'est pas juste, » s'écria-t-elle. « C'est ton petit-fils, père. Vous ne pouvez pas le jeter au loup. » Les yeux de grand-père se plissèrent en fente froide. « Juste ?» Sa voix était aussi tranchante que du verre. Était-ce juste quand il a volé Émilie, lui a menti en face et a laissé toute la famille l'accuser? Était-ce juste quand il a utilisé ma confiance comme son arme? Sa canne frappa le sol une fois, leçon finale. Je ne récompenserai pas la trahison par la protection. La pièce se fractura dans le chaos. Mon oncle aboya quelque chose sur le fait de garder les choses privées. Mes cousins chuchotaient avec ferveur dans les coins, et mon père se pinça l'arête du nez comme si la honte était trop lourde à porter. Mais mon regard ne quitta jamais Daniel. Il me fixait avec des yeux pleins de fureur et d'humiliation. Sa mâchoire était si serrée que les veines de son cou ressortaient. « Tu crois que tu as gagné, n'est-ce pas » cracha-t-il, sa voix basse mais venimeuse. « N'est pas l'air si suffisante. Ce n'est pas fini. » Je me redressai sur ma chaise, chaque muscle tremblant, mais ma voix stable. « Tu as raison. Ce n'est pas fini. Mais ce n'est plus toi qui en écris la fin. » L'avocat de grand-père se pencha en avant, faisant glisser d'autres documents sur la table. « Il y a plus, dit-il calmement. Les fonds n'ont pas seulement été transférés une fois. Ils ont été détournés. De plus petites sommes retirées sur plusieurs semaines. Des articles de luxe achetés, des voyages réservés, tous liés à la carte de Daniel. » Un murmure choqué parcourut la pièce. Ma tante halta, agrippant son collier de perles. Mon père explosa enfin, son poing s'abattant sur la coudoir de son fauteuil. « Daniel, pour l'amour de Dieu, à quoi pensais-tu » Le visage de Daniel se tordit de défi. Je pensais à obtenir enfin ce que je méritais. Sa voix claqua comme un fouet, assez fort pour faire taire la pièce. Il me pointa du doigt, sa main tremblante. Elle a toujours été la favorite. Toujours. Vous croyez qu'elle a eu des difficultés? Vous l'avez tous couvée pendant que je devais me battre pour des miettes de reconnaissance. J'ai pris ce qui aurait dû être à moi. Les mots me frappèrent comme des coups, mais quelque chose en moi se durcit. Pendant des années, je m'étais ratatiné dans son ombre, absorbant sa cruauté en silence. Mais maintenant, en le voyant s'effondrer, je réalisais que ce n'était pas de la force. C'était du désespoir masqué par l'arrogance. « Tu ne me vois même pas, n'est-ce pas » dis-je, ma voix basse, mesurée. Je n'ai jamais demandé la pitié de personne. J'ai travaillé. J'ai peiné. J'ai vécu avec rien pendant que tu me méprisais. Tout a été servi sur un plateau, Daniel. Et pourtant, ce n'était pas assez. Alors, tu as volé. Son rire fut dur, brisé. Tu te crois meilleur que moi. Grand-père abattit de nouveau sa canne, la pièce tremblant sous sa fureur. Assez. Sa voix tonna à travers les murs. Daniel Aïe, tu es dépouillé de chaque avantage, de chaque fiducie que j'ai jamais envisagé pour toi. À partir de ce jour, tu es renié. Tu affronteras seul les conséquences de ta cupidité. Ma mère halta comme si elle avait été poignardée. Père, non, vous ne pouvez pas le penser. Je pense chaque mot, dit grand-père, son ton final. Cette famille a pourri à cause des privilèges et de l'envie. Émilie est la seule qui a fait preuve d'honnêteté. Vous autres devriez avoir honte. Le silence qui suivit fut suffocant. Mon cœur battait dans ma poitrine, déchiré entre la douleur de voir ma famille fracturée et l'étrange et vif soulagement que la vérité soit enfin révélée. Le visage de Daniel se décomposa. Il me regarda comme un prédateur acculé, puis se tourna vers grand-père. « Vous le regretterez » siffla-t-il. Sa voix était calme maintenant. Dangereuse. Tous les deux. Mon estomac se noua, mais je soutins son regard. La seule chose que je regrette, dis-je fermement, c'est d'avoir pensé que tu avais un jour été mon frère. Il sortit en trombe, la porte claquant si fort que les murs tremblèrent. Ma mère courut après lui, criant son nom, mais il ne se retourna pas.
Le bruit de ses talons claquant sur le couloir de marbre résonna comme une marche funèbre. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis grand-père se tourna vers moi, son expression lourde mais résolue. « Émilie, dit-il, sa voix plus douce maintenant. Je sais que ce n'est pas facile, mais parfois la vérité blesse plus profondément que les mensonges. Aujourd'hui, tu as tenu bon. N'oublie jamais ce sentiment. » Ma gorge se serra. « Ça ne ressemble pas à une victoire, murmurai-je. Ce n'est pas censé y ressembler, répondit-il, ses yeux s'adoucissant. Ça ressemble à de la survie. Et la survie, ma chère, c'est ce qui forge la force. Alors que la famille se dispersait dans un silence amer, des chuchotements traînant derrière eux, je sortis sur le porche. L'air frais du matin frappa mon visage, vif et pur, contrastant avec le chaos suffocant de l'intérieur. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas petite. Je ne me sentais pas faible. Je me sentais libre. Mais au fond de moi, je savais que les paroles de Daniel n'étaient pas vaines. Il ne disparaîtrait pas tranquillement. La tempête n'était pas terminée. Elle ne faisait que tourner en rond, attendant sa chance de frapper à nouveau. Et quand elle le ferait, je me jurais que je ne serais pas la même fille effrayée qu'il avait toujours connue. Je serais prête. Le silence dans la maison ce jour-là ne dura pas longtemps. Le soir, la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Un cousin m'a envoyé un texto, « Daniel est furieux. Il dit que tu l'as piégé. » Un autre message suivit, d'une tante, « Ta mère le défend, traitant grand-père de cruel et toi de manipulatrice. » Les mots me piquèrent, mais je ne bronchais pas. Pour la première fois, je n'avais pas peur des chuchotements. Pourtant, je me préparais. Je savais que Daniel ne disparaîtrait pas discrètement, et j'avais raison. 2 nuits plus tard, des phares balayèrent mon allée. Des pneus crissèrent en s'arrêtant brusquement. Je me figeai à la fenêtre, le cœur battant, alors que Daniel sortait de sa voiture en trombe. Son visage était pâle, tordu de rage, ses yeux fous comme ceux d'un homme acculé par ses propres mensonges. Il martela ma porte d'entrée, criant assez fort pour que tout le voisinage l'entende. « Ouvre, Émilie. Tu te crois meilleure que moi. » La peur me parcourut l'échine, mais je ne me recroquevillai pas. J'entr'ouvris la porte, la chaîne de sécurité toujours en place. Ma voix était stable. « Rentre chez toi, Daniel. »« Chez moi. » Il rit amèrement, poussant contre la porte. « Je n'ai plus de maison, merci à toi. Tu as tout gâché. »« Non, Daniel, dis-je fermement, mon pouls battant la chamade. Tu as fait ça tout seul. » Un instant, je revis le garçon que j'avais connu, le frère qui me taquinait quand nous étions enfants, qui m'avait une fois défendu dans une bagarre à l'école. Mais ce garçon avait disparu, englouti par la cupidité. « Grand-père ne vivra pas éternellement, » cracha-t-il soudain, ses yeux se rétrécissant. « Quand il ne sera plus là, tout me reviendra. Tu verras. Tu n'es rien sans sa protection. » Le venin dans sa voix me blessa profondément, mais quelque chose en moi changea. Je réalisai qu'il avait tort. Je n'étais pas rien. Plus maintenant. Je déverrouillai la chaîne et m'avançai complètement dans l'encadrement de la porte, ma voix claire et inébranlable. « Tu as tort, Daniel. Je n'ai pas besoin de protection. J'ai déjà survécu à toi, et c'est plus puissant que n'importe quel héritage. » Pour une fois, il n'eut rien à répondre. Sa mâchoire se serra, son visage se tordit, et avec un dernier regard furieux, il retourna à sa voiture. Les pneus crissèrent contre l'asphalte alors qu'il s'éloignait à toute vitesse dans la nuit. Je restai sur le seuil longtemps après que le bruit se fût estompé, mes mains tremblantes mais mon esprit intact. Le lendemain matin, grand-père passa. Il ne parla pas tout de suite, se contenta de poser une enveloppe sur la table de ma cuisine. À l'intérieur se trouvaient de nouveaux documents, les titres de propriété, les comptes, tout était transféré à mon nom. « Émilie, » dit-il doucement, sa main se posant sur la mienne. « Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je refuse de laisser l'héritage de cette famille entre les mains de menteurs. À partir de ce jour, tu es l'héritière. Pas à cause du sang, pas à cause du favoritisme, mais parce que tu l'as mérité. Parce que tu as dit la vérité quand c'était important. » Les larmes brouillèrent ma vision. « Grand-père, je ne veux pas que ce soit une question de vengeance. » Il hocha la tête. « Alors n'en fais pas une question de vengeance. Fais-en une question de changement. Fais mieux que nous.
Ces mots s'ancrèrent profondément en moi. Pour la première fois, je vis au-delà du chaos, au-delà de la trahison de Daniel, au-delà du silence de mes parents. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de survie, de retrouver ma voix après des années de silence. Lorsque le reste de la famille apprit la vérité, la réaction fut violente. Ma mère refusa de me parler. Mon père qualifia cela de honte, et Daniel disparut dans les ombres de ses propres erreurs. Mais rien de tout cela ne m'a brisé, car pour une fois, je ne vivais plus dans leur ombre. Le jour de mon anniversaire, ma vie avait été mise à nu, les secrets se répandant sur la table comme du verre brisé. Mais dans les décombres, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant, de la force. Et alors que je fermais ma porte à clé cette nuit-là, regardant la rue calme, je me murmurais la vérité à laquelle je croyais enfin. Je ne suis plus leur victime. Je suis mon propre commencement.